Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Comme chaque soir, nous nous retrouvons sur l'Oula pour la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Sa Majesté le Roi a présidé hier à Agadir la cérémonie de présentation de la déclinaison régionale du plan d'accélération industrielle 2014-2020 de la région Souss-Massa. Le souverain a présidé également la cérémonie de signature de 8 conventions et d'un protocole afférent. Message royal au 30e sommet de l'Union africaine. Sa Majesté le Roi a soumis au sommet l'agenda africain pour la migration conçu selon une approche inclusive et participative et proposé la création d'un observatoire africain de la migration. De la neige et encore de la neige sur plusieurs régions du royaume. Pour les habitants des zones montagneuses, le vrai souci, c'est de se procurer le bois de chauffage, une tâche ardue. À cela s'ajoute une absence de pâturage pour nourrir les bêtes. Reportage à Azilal, c'est dans la commune Zaouiata Hamza. La région Souss-Massa se dote de la déclinaison régionale du plan d'accélération industrielle 2014-2020. Sa Majesté le Roi Mohamed VI, nous le disions, a présidé hier à Agadir la cérémonie de présentation de cette déclinaison régionale du plan d'accélération industrielle 2014-2020 de la région et présidé également la cérémonie de signature de 8 conventions et d'un protocole y afférent. Les développements sur Adanachet. Le plan d'accélération industrielle 2014-2020 se veut une locomotive de développement et un catalyseur intégré de la croissance destiné à mieux positionner le Maroc sur l'échiquier économique mondial en tant que destination industrielle crédible et compétitive. S'inscrivant dans la lignée du plan Émergence lancé en 2009, ce plan ambitionne la création à l'horizon 2020 d'un demi-million d'emplois. Pour ce faire, le plan d'accélération industrielle tente à réduire l'atomisation sectorielle et à construire une industrie mieux intégrée à travers notamment la mise en place d'écosystèmes industriels ayant vocation à créer une nouvelle dynamique et une nouvelle relation entre grands groupes et PME. Le projet industriel du Souss-Massa, qui amorce la déclinaison régionale de la stratégie industrielle nationale, s'inscrit dans la vision royale qui prône, à travers le déploiement du processus de régionalisation avancée, un développement territorial équitable, équilibré, inclusif et adapté aux spécificités de chaque région. Il vise à faire de la région un pôle économique capable de créer de l'emploi, de valoriser ses richesses, de soutenir ses secteurs productifs pour assurer une croissance inclusive au service du citoyen. Sa Majesté le Roi a présidé à Agadir la cérémonie de présentation de la déclinaison régionale du plan d'accélération industrielle 2014-2020 dans la région de Souss-Massa. Au début de cette cérémonie, il a été procédé à la projection d'un film institutionnel qui mit en avant la dynamique de développement qu'a connu le royaume durant la dernière décennie, à la faveur notamment de projets stratégiques ayant trait à différents secteurs, infrastructures, formation, industrie et énergie renouvelable. Le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique, Hafid Al-Alami, a souligné dans une allocution que l'industrie adopte à son tour, conformément aux hautes instructions royales, une approche régionalisée afin de localiser les activités productives au plus près des citoyens, de capitaliser sur le potentiel de toutes nos régions et d'accéder à un nouveau palier d'émergence. Le plan d'accélération industrielle s'appuie sur les réalisations d'envergure et projets structurants pour entamer sa déclinaison régionale et permettre aux régions chacune, selon ses spécificités, d'accueillir des activités productives, de créer des emplois et de la richesse au plus près des citoyens. L'émergence d'un pôle économique compétitif au moyen de leviers spécifiques et adaptés. Majesté, sous vos hautes instructions, la déclinaison du plan d'accélération industrielle par région fera l'objet d'une approche volontariste et confortera les secteurs industriels existants tout en développant de nouveaux créneaux. Le secteur de la construction navale engagera au niveau national près de 5 milliards de dirhams d'investissement. Une composante chantier naval Souss-Massa y est intégrée. L'agro-industrie sera renforcée au niveau de Souss-Massa pour créer une véritable plateforme de transformation des produits agricoles. Un partenariat renforcé entre les ministères de l'Agriculture et de l'Industrie a été instauré au profit des opérateurs.
un programme conjoint d'accompagnement impliquant le Fonds de développement industriel et le Fonds de développement agricole a été élaboré. Il comprend aussi la mise à disposition de l'agropole. Le secteur de la chimie connaîtra quant à lui un accompagnement spécifique, favorisant le développement des filières de la chimie organique et de la chimie verte. Nous accompagnerons également l'implantation de nouveaux écosystèmes industriels tels que les sous-traitants automobiles, le cuir, les matériaux de construction, la plasturgie et l'offshoring. L'ensemble des projets identifiés en partenariat avec les fédérations professionnelles ambitionne de créer à terme 24 000 emplois industriels. Dans le domaine de la production agro-industrielle, le Sousmassa sera érigé en plateforme de transformation de produits agricoles destinés tant au niveau national qu'à notre continent africain. Un partenariat renforcé entre les ministères de l'Agriculture et de l'Industrie a été mis en place au profit des opérateurs à travers un programme conjoint d'accompagnement impliquant le Fonds de développement industriel et le Fonds de développement agricole, ainsi que la mise à disposition de l'agropole. Une zone franche industrielle de 300 hectares intégrée dans une zone urbaine. Elle donnera accès à un foncier industriel aux standards internationaux et à des prix compétitifs. L'implication de l'OFPPT pour la formation des ressources humaines pour accompagner les industriels dans la formation et la qualification de leurs salariés. La réalisation d'un technoparc et d'une cité de l'innovation. Ce technoparc sera destiné aux PME et aux start-up du secteur des TIC et mettra à leur disposition des locaux prêts à l'emploi avec des services d'accompagnement. La cité de l'innovation permettra de doter la région d'une infrastructure d'accueil technologique facilitant l'accompagnement des jeunes porteurs de projets innovants. 500 millions de dirhams seront affectés des fonds de développement industriel et agricole aux projets industriels de la région. Le secteur privé de la région Sousmassa consacrera 500 millions de dirhams pour investir dans ces projets industriels. À cette occasion, Sa Majesté le Roi a présidé la cérémonie de signature de 8 conventions et d'un protocole permettant la mise en œuvre de la régionalisation du plan d'accélération industrielle au niveau de la région Sousmassa et la concrétisation de 11 investissements industriels dans la région. Convention pour la déclinaison au niveau de la région de Sousmassa des écosystèmes automobiles, cuir naval, chimie, plasturgie, matériaux de construction et offshoring. Convention pour l'accompagnement des besoins en formation des ressources humaines de la stratégie de développement industriel de la région à l'horizon 2020. Convention pour la mise en place d'une cité de l'innovation dans la région Sousmassa. Convention pour l'aménagement, le développement, la promotion, la commercialisation et la gestion de la zone franche Sousmassa. Convention pour la déclinaison de la stratégie de développement des industries agroalimentaires au niveau de la région. Convention pour le financement du programme de développement des industries agroalimentaires. Convention pour la mise en place d'un technoparc dans la région. Convention pour l'accompagnement à la mise en place d'un fonds privé pour le développement de l'investissement dans la région Sousmassa. Et enfin, protocole pour la réalisation de 11 investissements industriels dans les secteurs des matériaux de construction, de la plasturgie, des industries papier et carton et de l'offshoring. Cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment de conseillers de Sa Majesté le Roi, de membres du gouvernement, des présidents des conseils régionaux, d'opérateurs économiques et de plusieurs autres personnalités. Je vous propose à présent quelques témoignages d'opérateurs économiques du secteur public et privé. Le rôle du groupe CDG dans ce chantier, c'est à travers sa filiale Medz, qui est expert et spécialiste dans l'aménagement des zones d'activité économique, en particulier les zones franches, à travers la réalisation de l'ensemble des études qui concernent tout le processus de réalisation de ce projet, que ce soit les études techniques, urbanistiques, commerciales, du marché pour positionner la zone. Et je pense que ce projet, Inch'Allah, il aura un impact bénéfique sur la région et sur les citoyens à travers la création d'une valeur ajoutée et également la création des emplois. L'objet de la signature de la convention
auquel le GPBM participe est un objet très particulier. C'est la première fois que nous finançons une unité de dessalinalisation de l'eau de mer. Or, l'eau est un besoin essentiel, aussi bien pour les citoyens d'avoir de l'eau potable que pour l'agriculture d'avoir de l'eau d'irrigation. Et cette unité va produire des millions de mètres cubes d'eau par an et je pense qu'on doit tous être très fiers. Cette région dans le sud est une région intéressante. Le but aujourd'hui est de lancer un certain nombre de projets qui vont permettre de préparer les infrastructures pour cela et également de pouvoir créer ce relais de croissance dans des métiers comme l'industrie de la rechange ou également câblage et coiffe de siège et de la création d'emplois. Le Fonds de développement du Souss, on va signer une convention devant Sa Majesté, Allah Yansaro, Allah Yahfadou, qui va relancer l'investissement qui est très important dans la région du Souss, dans tous les secteurs industriels, Inch'Allah, pour essayer de relancer et de lancer une activité industrielle, activité économique dans un cadre global et général d'un montant assez conséquent de l'ordre de 2,5 milliards de dirhams. L'engagement de la création de 6 ou 7 unités de production de produits en béton à Agadir. Aussi une recherche sur une carrière d'argile rouge, sachant qu'à Agadir il n'y a pas beaucoup d'usines, ou pratiquement pas d'usines de briqueterie. Et il y aura aussi la signature d'une convention portant sur une plateforme de valorisation des déchets qui va nous permettre de profiter et de créer près de 3000 emplois sur la région de Souss Massa. Le montant des investissements va dépasser les 600 millions de dirhams, Inch'Allah. Un certain nombre de projets ont été retenus par la fédération. Ça concerne essentiellement la peinture technique, la détergence liquide, la détergence liquide et également l'efficacité énergétique. Donc nous comptons à travers ces projets créer 1500 emplois avec un investissement dans un premier temps de l'ordre de 250 millions de dirhams. Et nous espérons que ce premier pas va pousser d'autres industriels donc, à venir s'installer dans la région. Dans la déclinaison des contrats de performance conclus en 2016 avec les pouvoirs publics, nous avons signé aujourd'hui une convention, en fait 2 conventions, avec les principaux partenaires de la région Souss Massa, avec comme objectif en matière d'emploi la création de 2000 postes. À noter que les investissements relatifs à cette convention concerneront principalement l'écosystème chaussures qui représente les 3/4 de production totale en valeur. Retenons à présent ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis, suite au décès de sa mère, son Altesse Cheikh Hafsa Bint Mohammed Al Nahyan. Dans ce message, Sa Majesté le roi affirme avoir appris avec une profonde affliction et grande peine le décès de feu son Altesse Cheikh Hafsa Bint Mohammed Al Nahyan, exprimant cette douloureuse circonstance à son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan et à travers lui à l'ensemble de l'illustre famille princière et du peuple émirati frère, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion. Puis Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l'émir de l'État du Koweït, son Altesse Cheikh Sabah Al-Hamad Al-Jabir Al-Sabah, à l'occasion de l'anniversaire de son accession à la magistrature suprême de son pays. Nous le disions en titre, Sa Majesté le roi Mohammed VI adresse un message au 30e sommet de l'Union africaine dont les travaux se déroulent au siège de l'organisation continentale à Addis Abeba. Message royal dont lecture a été donnée par le chef du gouvernement, Saad Din Al-Othmani. Le souverain a émis des propositions concrètes quant à la question de la migration dont le souverain a le mandat. Sa Majesté le roi a souligné dans son message l'engagement continu du Maroc en faveur des causes nobles de l'Afrique et soumis au sommet l'agenda africain pour la migration. Souad Anachat. Louange à Dieu, prière et salut sur le prophète, sa famille, ses compagnons.
Monsieur le Président Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, chers frères et sœurs, chefs d'État et de gouvernement, Son Excellence Moussa Faki Mahamat, présidente de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs. Il y a un an, le Royaume du Maroc a retrouvé sa place naturelle au sein de sa famille institutionnelle africaine. Depuis, il se réjouit d'avoir contribué aux actions menées, aux projets initiés, aux réunions tenues sous l'égide de notre organisation. Il continuera à faire sien les causes nobles du continent et œuvrera inlassablement pour la consolidation de la paix, de la stabilité et du développement du continent. Je voudrais à cette occasion saluer l'engagement panafricain et l'action déterminée du président Alpha Condé à la tête de notre organisation. Grâce à sa clairvoyance et à la force de ses convictions, il a réussi à donner une grande visibilité à l'action collective africaine. Nous n'avons aucun doute qu'avec notre frère, le président Paul Kagame, nouveau président en exercice pour le 2018, les importants efforts de réforme de notre organisation seront poursuivis et que la voix de l'Afrique sera portée à l'échelle internationale. Nous l'assurons du plein soutien du Royaume du Maroc. Mes remerciements vont également à son Excellence M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, pour ses efforts inlassables en vue d'impulser une nouvelle dynamique au travail de l'organisation. Excellences, Mesdames et Messieurs, lors du 28e sommet, vous avez bien voulu me confier le mandat de leader de l'Union africaine sur la question de la migration. J'ai été honoré par cette marque d'estime émanant de mes frères et sœurs. En juillet 2017, j'ai présenté les premiers jalons d'une vision africaine commune sur la migration à travers la note préliminaire qui a été présentée à mon frère, le président Alpha Condé. Aujourd'hui, je vous soumets un document constituant l'agenda africain pour la migration. Il a été conçu selon une approche inclusive et participative. Il est le fruit de la concertation permanente que j'ai menée avec de nombreux chefs d'État lors de nos différents entretiens et contacts. Il reflète une appropriation large, notamment à travers la tenue de 2 réunions importantes. La retraite régionale du 2 novembre 2017 à Schirat, qui a réuni plus de 120 décideurs représentant des organisations internationales, chercheurs et membres de la société civile, ainsi qu'une conférence ministérielle organisée à Rabat le 9 janvier 2018, à laquelle ont participé une vingtaine de ministres représentant les 5 sous-régions du continent, la Commission de l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Il comprend ainsi les idées, propositions et réflexions présentées par les institutions officielles, la société civile et les chercheurs en Afrique. Il se veut flexible, évolutif et non juridiquement contraignant. Il doit être perçu avant tout comme une source d'inspiration pour notre action future sur ce dossier. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous pouvez le constater, l'agenda africain pour la migration part de l'idée qu'il faut connaître le phénomène migratoire dans ses différentes dimensions pour mieux l'appréhender. Dans ce cadre, il est temps de déconstruire un à un les mythes associés à la migration. Il n'y a pas de déferlante migratoire puisque les migrants ne représentent que 3,4% de la population mondiale. La migration africaine est d'abord intra-africaine. Sur le plan mondial, la migration représente moins de 14% de la population. À l'échelle africaine, 4 migrants africains sur 5 restent dans le continent. La migration n'appauvrit pas les pays d'accueil puisque 85% des revenus des migrants restent dans ces pays. La migration est un phénomène naturel qui constitue la solution et non pas le problème. Nous devons adopter une perspective positive sur la question de la migration en mettant en avant la logique humaniste de responsabilité partagée et de solidarité. Vous conviendrez avec moi, chers frères et sœurs, que la migration ramenée à ses proportions réelles, loin des mythes qui en projettent une image scandaleusement déformée, est un enjeu planétaire et crucial pour notre continent. Elle mérite une nouvelle approche afrocentrée, conciliant le réalisme, la tolérance et la primauté de la raison sur les peurs. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'agenda africain pour la migration propose sur la gestion migratoire une démarche fondée sur des politiques nationales, sur une coordination sous-régionale, une perspective continentale et un partenariat international. Il suppose un changement de paradigme, une redéfinition introspective et positive de la migration, ainsi qu'une volonté politique réelle des États qui ont chacun intérêt à ce que la migration se fasse dans la sécurité, la légalité, la régularité, l'ordre et le respect des droits humains. Cet agenda doit tendre à faire de la migration un levier de co-développement, un pilier de la coopération sud-sud et un vecteur de solidarité.
À cet effet, il est proposé la création d'un observatoire africain de la migration dont le travail sera basé sur le triptyque comprendre, anticiper et agir. Il aura pour mission de développer l'observation et l'échange d'informations entre les pays africains afin de favoriser une gestion maîtrisée des flux migratoires. Le Maroc propose d'abriter cet observatoire. Un poste d'envoyé spécial de l'Union africaine chargé de la migration pour coordonner les politiques de l'Union dans ce domaine. L'agenda africain pour la migration peut instruire le processus d'élaboration du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Le Maroc y abritera la conférence intergouvernementale d'adoption du pacte mondial ainsi que le forum global pour la migration et le développement en décembre 2018 s'engage à faire de ces rencontres multilatérales une tribune pour l'Afrique. Excellences, mesdames et messieurs, depuis 2015, plus de 6200 migrants africains ont perdu la vie en Méditerranée. Pour que les morts des femmes, des enfants et des hommes à Lampedusa et les pratiques immondes en Libye n'aient pas été vaines, il est de notre devoir d'agir. Combien de drames de la migration seront-ils nécessaires pour que change le regard que portent nos sociétés sur cette question ? Plus que jamais, il est temps que notre continent traite la migration dans un esprit d'entière solidarité. Notre sagesse collective sera notre principal atout pour la mise en œuvre de l'agenda africain pour la migration. L'Union est la clé du succès et la coopération interafricaine en est la voie. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était là la traduction du texte intégral du message adressé par Sa Majesté le Roi au 30e sommet de l'Union africaine. La gouvernance publique, thème d'une conférence organisée à Rabat. La gouvernance publique responsable, un concept purement africain qui consiste en la participation de l'Afrique dans les débats qui entourent la problématique de la gouvernance au niveau international. Je vous propose d'écouter à ce sujet le directeur général du Centre africain de formation et de Et pendant très longtemps, l'Afrique est apparue comme un continent qui ne recevait des concepts, des pratiques que d'ailleurs, et il était question pour nous de participer au débat par des propositions concrètes. Et cette proposition a donné lieu à l'émergence de ce concept que nous avons appelé le concept de gouvernance publique responsable. Et aujourd'hui, il est question de traiter du rôle de leadership, du leadership dans l'accompagnement des réformes en matière de gouvernance publique responsable. Il faut préciser que le concept de gouvernance publique responsable s'appuie sur deux piliers essentiels qui sont ceux de l'affirmation de notre authenticité africaine tout en nous ouvrant sur l'universalité. C'est-à-dire que l'Afrique n'est pas un espace à part dans le monde, mais c'est un espace à part entière du monde. Grand froid sur le pays avec de très basses températures. Le vrai souci des habitants des zones montagneuses, nous lisions en titre, c'est se procurer le bois de chauffage, une tâche ardue. À cela s'ajoute une absence de pâturage pour nourrir les bêtes suite aux importantes chutes de neige. Le reportage est signé donc Iman Sliaoui, Amin Sharqawi, Nissin El-Hamdawi. C'est dans la commune Zaouiat Hamsal. Nous sommes à 2200 mètres d'altitude. Les habitants de la région d'Ismsour, commune Zaouiat Hamsal, grelottent de froid. Premier réflexe de Fatima, mère de famille, se procurer le bois de chauffage qui est aussi important que le pain en cette période hivernale. Je me lève très tôt, malgré le froid glacial qui sévit dans la région. Je commence par collecter du bois qui est une matière vitale. Nous l'utilisons pour rester au chaud et pour faire cuire les aliments. Autre souci et non des moindres pour cette famille, nourrir le bétail. En cette période, les fourrages sont insuffisants. Couvrir les besoins de nos bêtes en fourrage est un vrai casse-tête pour nous. Nous nous ravitaillons en foin et en paille en grande quantité et nous prévoyons même des réserves au cas où la neige nous empêcherait de sortir. Perché dans les montagnes, ce douar est très isolé. Pour améliorer le quotidien de ses habitants, un projet est venu leur apporter une lueur de confort. L'installation de panneaux photovoltaïques, grâce à un partenariat entre l'Office national d'électricité et l'État des Émirats arabes unis. Dans le cadre du programme d'électrification du monde rural,
Quelques 318 familles ont pu bénéficier de l'installation de ces panneaux photovoltaïques. Chaque panneau peut recharger 8 lampes et alimenter un réfrigérateur en électricité. Malgré le quotidien éprouvant qu'impose ce temps hivernal, la neige qui recouvre le paysage de son beau manteau blanc ravit les cœurs de la population locale. Avec la chute des températures ces dernières 48 heures, donc la neige est donc tombée en abondance sur plusieurs régions du royaume. Elle a atteint par endroits les 50 cm. C'est le cas justement dans la province d'Azélal, des chutes de neige que les habitants de la ville apprécient. Les déneigeuses sont entrées en action pour déblayer les routes. Reportage Khalil El-Bjaoui, Brahim Afaq et Mounia Marouche. Un gros nuage de coton couvre la ville d'Azélal qui semble retrouver la magie hivernale d'antan. Les fortes chutes de neige n'ont pas empêché les habitants de vaquer à leurs occupations. L'enthousiasme et la bonne humeur sont au rendez-vous. C'est un don du ciel. C'est un bonheur de me réveiller sur ce beau paysage. C'est la première fois qu'il neige abondamment depuis des années. J'adore la neige. Assister à ces fortes chutes de neige est un plaisir. Ces fortes chutes de neige entravent la circulation. Les chasse-neige entrent en action pour déblayer les axes routiers pour une meilleure mobilité. La direction provinciale de l'équipement et du transport, en collaboration avec la préfecture et les communes, a mobilisé 24 engins pour fluidifier le trafic routier. Les flocons de neige confèrent un charme particulier à la ville d'Azélal qui sort de sa torpeur. L'hiver en devient plus doux et plus agréable. Et ce temps froid persistera d'ailleurs jusqu'à mercredi. Les températures minimales comprises entre -5 et 1 degré et maximales entre 2 et 7 degrés concerneront les provinces de Khnifra, Ifrane, Sfro, Taza, Boulmen, comme vous le voyez sur votre écran. Et il y a également Taourit, Midelt et Figuid, autres provinces concernées par ce froid, Bni Mellal, Azélal, Tinghir, El-Haouz, Rachidia, Chichawa, Ouarzazat et Teroudant. Pour ce qui est des chutes de neige, également, elles toucheront Boulmen, Ifrane, Khnifra, Midelt, Bni Mellal, Azélal, Rachidia, Tinghir, Ouarzazat, El-Haouz et Chichawa. Le ministère de l'Intérieur affirme que toutes les mesures légales seront prises par les autorités compétentes pour identifier les personnes impliquées dans la diffusion d'images et de vidéos truquées prises en dehors du Maroc et faussement présentées comme étant celles d'incidents et faits qui se sont produits dans le royaume. Le ministère attire à nouveau l'attention sur la gravité de ces actes qui sont de nature à induire l'opinion publique en erreur, ainsi que le sentiment de peur et l'atteinte flagrante à l'ordre public que cela peut engendrer, insistant que toutes les mesures légales seront prises par les autorités compétentes pour identifier les personnes impliquées dans la diffusion de telles allégations. On passe à présent à l'actualité internationale. Calme précaire à Aden, au Yémen, au lendemain d'une journée sanglante. Hier soir, des combats nocturnes avaient opposé les rebelles aux forces de l'armée du gouvernement. Rebelles qui ont acheminé d'ailleurs des renforts vers la ville ce lundi. Ces derniers se sont rapprochés du palais présidentiel où résident des membres du gouvernement. Le médiateur de l'ONU au Yémen a appelé toutes les parties à revenir au calme et au dialogue. Et puis au dossier syrien, la réunion de paix prévue donc demain en Russie, à Sotchi, n'envisage pas d'avancer après les pourparlers de Vienne entre opposition et régime et donc force du régime de Bachar al-Assad. L'opposition syrienne a annoncé qu'elle allait boycotter la réunion. La Russie, pays parrain de cette rencontre avec l'Iran et la Turquie, a annoncé avoir invité plus de 1600 personnes, mais seules environ 350 d'entre elles sont attendues dans la station balnéaire au bord de la mer Noire. Et puis aux Philippines, le volcan Mayon est en éruption. Des milliers de tonnes de cendres et de rochers crachés par le volcan menacent les habitants alentours. Des dizaines de milliers de personnes ont déjà fui. Les cendres volcaniques, les roches et l'eau de pluie pourraient former d'énormes et rapides coulées boueuses susceptibles d'emporter des villages entiers. Plus de 84 000 personnes ont dû être évacuées d'une zone de 9 km autour du volcan, situé à 330 km au sud-est de Manille
et qui culmine à 2460 mètres d'altitude. La battue au sanglier est lancée dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de maîtrise de la surpopulation des sangliers au Maroc. Le Haut Commissariat aux eaux et forêts et au plan et à la lutte contre la désertification a organisé une battue de sangliers dans la province de Ben Slimane. L'opération a été lancée au niveau de la forêt Ouled Tayyib. Sarah Katir. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie relative à la maîtrise de la surpopulation des sangliers que le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification a organisé une battue de sangliers dans la province de Ben Slimane. La surpopulation du sanglier, due à la prolifération de cet animal et à l'absence de prédateurs naturels, déséquilibre les écosystèmes naturels et peut constituer une menace pour les cultures notamment. La démarche est d'organiser d'abord des battues administratives avec toutes les facilités, notamment au niveau des autorisations de l'organisation et les normes de sécurité pour de telles opérations. Cet événement a été également l'occasion pour présenter les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de régulation des sangliers pendant les 5 dernières saisons. Et au total, ce sont 50 000 animaux qui ont été abattus durant les 5 dernières années à travers 10 000 battues administratives. Le principe, c'est de chasser le sanglier en battue, donc à plusieurs, postés à l'aide de rabatteurs et de chiens qui font venir le gibier vers la ligne de tir. Il y a aussi une optique et une possibilité aussi de réduire à chaque fois, quand c'est possible, le nombre de sangliers qui sont envahissants et qui causent des dégâts chez les agriculteurs et dans les fermes. En dépit de la baisse des moyens de prélèvement annuel de sangliers sur l'ensemble des points noirs de 43%, des efforts restent nécessaires afin de limiter les dégâts causés par cet animal dans le monde rural. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Lula à 20h30. Une excellente soirée. On se donne rendez-vous demain.